Alors qu'aux États-Unis, on était dans le New York Times, le LA Times, on était considéré par USA Today comme un des meilleurs 20 films de l'année, BBC, qui d'autre? Il y avait plus, Rolling Stones, oh my God, Rolling Stones, on était dans les meilleurs 20 films de l'année. Alors, on est là pour mettre de l'avant le cinéma caribéen, mais aussi pour nommer sans détour. Alors, si vous êtes des gens un peu gênés, un peu... c'est difficile de dire les choses ici, ça ne va pas être le lieu. On va se les dire. On n'est peut-être pas complètement en famille, mais je la crée, OK? Et on va parler des obstacles persistants à la circulation des œuvres, qu'il s'agisse de la programmation parfois inadéquate, difficile, compliquée, de manque de liens entre les territoires ou de barrières structurelles qui freinent encore trop souvent la visibilité des récits caribéens. Je vais juste laisser la parole à Marina de Coalition Média pour vous présenter ce beau panel. N'hésitez pas à rester avec nous pour les autres panels de la journée de demain et de samedi. Et je vous souhaite une très bonne activité. Merci à tous. Alors, je vais demander qu'on fasse un petit peu plus de bruit parce que j'ai des invités internationaux qui ont vraiment fait le voyage pour être avec nous. Et ça, OK, on aime beaucoup ça. Alors, merci beaucoup, Jade. Merci Cinémania de nous avoir ici pour Cinémania Pro pour cette édition. Je commence par, évidemment, reconnaître que nous sommes sur des terres non cédées. Aujourd'hui, nos pieds touchent Tiohtià:ke, Montréal, qui est un territoire Mohawk, Kanien'kehá:ka. Donc, je voulais simplement prendre le temps de le dire parce que pour moi, pour toute intervention, en étant une personne immigrante, c'est important de nous positionner puis de rappeler où nous sommes. Alors, comme l'a dit Jade, je suis la directrice générale de Coalition Média. C'est un organisme national qui œuvre autour de 3 axes: représentation, rayonnement et recensement. On travaille à transformer l'écosystème audiovisuel francophone en soutenant les créateurs, créatrices noirs, autochtones et racisés afin que nos histoires soient vues, entendues et valorisées. J'ai le plaisir de modérer cette table ronde intitulée Panorama sur le cinéma caribéen, enjeux de diffusion et de distribution, et de collaborer avec Nouvelle Vague, Amélie, sous la direction d'Amélie Tintin, que je salue chaudement. Merci d'amener ce genre de discussion au sein du festival, d'un festival comme Cinémania. Sans toi, ça ne serait pas possible. Alors, on est là pour mettre de l'avant le cinéma caribéen, mais aussi pour nommer sans détour. Alors, si vous êtes des gens un peu gênés, un peu... c'est difficile de dire les choses ici, ça ne va pas être le lieu. On va se les dire.
On est peut-être pas complètement en famille, mais je la crée, OK? Et on va parler des obstacles persistants à la circulation des œuvres, qu'il s'agisse de la programmation parfois inadéquate, difficile, compliquée, de manque de lien entre les territoires ou de barrières structurelles qui freinent encore trop souvent la visibilité des récits caribéens. Avec moi, comme vous voyez à l'écran, un panel riche, un panel complet, un panel solide. Alors, j'aimerais inviter l'un après l'autre, ils vont se présenter eux-mêmes quand ils vont être assis. Yannick, Miss Doty, Priscilla Delaney et Séverine Gims. Puis vous pouvez prendre place, vous allez pouvoir parler de vos parcours. Une belle main d'applaudissements pour les encourager. Merci, merci. On laisse Yannick être avec moi. Vous allez exactement comme l'affiche. D'accord. OK. Alors, bienvenue. Bonjour. 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 Excellent. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va vraiment parler des choses. On va se les dire. Et on n'est pas là nécessairement pour offrir des solutions toutes faites, mais pour tenir une conversation, une réflexion ancrée dans la réalité du terrain. On va réfléchir ensemble ce qui doit changer, puis comment on peut les changer à travers notre travail. Je commence par remercier le public parce qu'on sait qu'en même temps, en ce moment, il y a un fanon. Donc, merci d'être là. Merci d'avoir choisi d'être ici. On apprécie énormément. Alors, Yannick, je commencerai avec toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu, avant qu'on commence vraiment dans le vif du sujet, comment tu décrirais ton travail, ton expérience dans l'écosystème audiovisuel francophone aujourd'hui, et spécifiquement en lien avec cette table ronde? Comment tu dirais ça? Tu répéter, c'est une question. Vas-y, ouais, je répète. Comment tu décrirais ton travail dans l'écosystème et ton expérience, entre autres, en lien avec le sujet du panel aujourd'hui? Mon nom est Yannick Letourneau, je suis producteur québécois basé à Montréal. Ça fait 25 ans avec Périphéria, la structure de production que j'ai cofondée à l'époque avec Diego Briceño, qui n'est plus dans la société, mais qui encore dans l'écosystème. Oui, qui est toujours dans l'écosystème. Et je ne suis pas du tout un spécialiste du cinéma antillais et caribéen, mais j'ai produit récemment deux longs métrages qui ont fait des marques. Donc, Kidnapping Inc., qui est la sélection à Haïti pour représenter le pays, l'Oscar du meilleur film international. Et Fanon, qui est un long métrage français, luxembourgeois, caribéen également, par le réalisateur Jean-Claude Barny, qui a fait plus de 250 000 entrées en France, qui est un beau petit succès pour un film où ça s'est fait par le bouche à oreille. Donc, c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Je présume que c'est pour ça que je suis invité. Merci à Lily. Et puis, voilà. Ça répond très bien, Yannick. Merci beaucoup de nous mettre en contexte. Puis, clairement, on vous invite à aller voir Fanon, on vous invite à aller voir Kidnapping Inc., qui a eu quand même une belle présence ici à Montréal avant d'aller aux Oscars. Peut-être juste ajouter qu'en fait, Périphéria, on se spécialise dans le cinéma, moi je dis du cinéma tout court. On ne fait pas du cinéma québécois, on ne fait pas du cinéma canadien, on ne fait pas du cinéma haïtien ou caribéen, on fait du cinéma. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on a fait aussi La Nuit des Rois, Twist of Bamako, Iquisquinientos, Juan Andrés Arango, donc des films qui portent des regards et des points de vue différents sur le monde dans lequel on vit, et toujours dans une optique de rejoindre le grand public. Parfait. Merci beaucoup, Yannick Letourneau. Miss Doty, je sais qu'avec Cinéma Nomade, tu crées quelque chose de différent et j'aimerais beaucoup que tu parles un peu de toi, mais aussi de l'initiative que tu as créée, le projet, l'organisme que tu as créé dans la dernière année, qui a eu un an il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Bonjour, je suis Miss Doty, directrice générale de Cinéma Nomade, donc une initiative qui a vu le jour il y a à peu près un an à Montréal. Et l'initiative est arrivée à la suite de... J'ai passé à peu près... Ça fait 7 ans que je suis à Montréal et j'ai eu la chance d'assister à beaucoup de festivals comme Ville Afrique et Black Film Festival. Et je me suis rendu compte qu'à la fin des festivals, le public n'a pas forcément l'opportunité de voir les films, ceux qui ne l'ont pas vu. Et surtout, il y a peu de distribution de films afro-caribéens dans les cinémas à Montréal. Alors l'initiative est née et j'ai eu la chance, avant d'arriver à Montréal, de travailler avec la compagnie Sud Collection
donc une compagnie panafricaine qui distribue des films à l'international. J'ai travaillé 3 ans avec la grande Claire Diao. Et c'est en arrivant ici que j'ai créé donc Cinéma Nomade. Et l'activité principale de Cinéma Nomade, il y a un ciné-club qui propose un moment vraiment de projection de films et un moment d'échange avec l'équipe du film et le public, une fois par mois, avec des cinémas locaux. Et aussi Afroscope qui met en valeur tous les événements afro-caribéens cinématographiques à Montréal. C'est pas peu de choses quand même, on applaudit. Hein? Absolument. Alors, est-ce que ça serait possible de nous mettre la petite vidéo de Cinéma Nomade qu'on a à l'intérieur de... C'est un petit 2 minutes environ de... 1 minute. 1 minute, donc qui résume un peu la programmation que tu avais faite en début d'année, n'est-ce pas? Oui, donc la première saison a commencé en janvier. Donc on a eu 6 sessions de janvier à juin, une fois par mois, chez Cinéma Beaubien, du parc ou du musée, avec un film. On a commencé par un film La Côte d'Ivoire, après on a eu un film congolais-belge, Augure de Balogie. Après on a eu un documentaire, Les Promesses d'Iman, de Nadia Zouaoui. Et après on a eu en avril Carnaval de Henri Pado. Au mois de mai, on a eu un film sénégalais de Otisba, Dent pour Dent. Et au mois de juin, on a fait un film en lien avec le Bois de la Fierté. Donc, ça s'appelle Vivre et laisser vivre, la voix de Jackie Chan, un film de Michael, je ne sais plus son nom. C'est correct, je pense qu'on va aller voir dans le trailer. On peut lancer. Merci. Donc là, vous avez toutes les informations pour suivre tout de suite. Donc, je vous invite à le faire. Donc, merci beaucoup. Miss Dottie, bienvenue sur ce panel. Merci, Marina. Priscilla, qui se passe de présentation selon moi, mais c'est important de le dire, qui, depuis plus de 13 ans, travaille dans l'industrie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais, de ta place sur ce panel? La vidéo, malheureusement, on n'a pas eu la chance de la recevoir, mais vas-y, plonge-nous dans ton univers. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, je suis Priscilla Delaney, je suis la cofondatrice et la directrice générale et artistique d'un festival de cinéma qui se déroule en Guadeloupe depuis 9 ans. Je suis très très contente d'être à Montréal, d'être à Cinémania. Cette année, j'ai l'opportunité d'être membre du jury documentaire pour cette 31e édition. Je suis aussi membre de la délégation Guadeloupe, de la double délégation Guadeloupe, donc la Guadeloupe en face. Voilà, donc l'idée est de vraiment créer des ponts, donc c'est un peu le travail que je mène aussi depuis toutes ces années. Donc moi, mon travail sur le territoire, depuis le territoire guadeloupéen, c'est d'accompagner les films, d'assurer leur diffusion, mais aussi de créer des liens, des partenariats avec d'autres festivals dans la Caraïbe ou à l'international, et également de participer au développement des publics avec l'éducation aux images, via les activités du festival, bien sûr. Et puis, là, tout dernièrement, on a lancé la communication aujourd'hui, on lance un ciné-club mensuel pour continuer à être alimenté en films d'auteurs en VO qui viennent de la Caraïbe ou d'ailleurs. Voilà. Merci, excellent. Je trouve ça riche quand même, hein, à date, le calibre là, hein, Amélie, merci. On finit en beauté avec Séverine. Est-ce que tu aimerais commencer par la projection ou tu voudrais parler un peu? On commence par la projection de Zion Film.
désolée, petit problème technique, parce que dans l'expérience, ça joue un rôle. Oui, tout à fait. Donc, on va reprendre. Voilà. Je pense qu'on va faire la deuxième. On l'a encore. Est-ce que c'est... On va la laisser parler, puis laisser jouer en arrière sans son, si possible? Ouais. C'est possible, ça? Super. Alors, vas-y, Séverine, excuse-moi. Bonjour, merci à Amélie pour l'invitation, merci aussi à Marina. Donc moi, je suis Séverine Gims, je suis productrice en Guadeloupe depuis 8 ans. Je co-dirige la boîte qui s'appelle Zion Film. On produit environ un court-métrage par an et du documentaire. On développe aussi notre premier long-métrage actuellement. Je suis aussi une actrice, on va dire, de l'écosystème guadeloupéen parce que je suis directrice de l'école Courtrage-Mes Caraïbes. Donc je fais aussi de la formation et je fais aussi partie d'un collectif puisque j'œuvre dans la structuration de l'industrie via un tiers-lieu culturel qui essaie de réhabiliter un cinéma de quartier. Donc notre problématique sur l'ensemble de ces activités, production, formation des talents et aussi structuration, on va dire, de l'industrie, c'est vraiment d'essayer de trouver des partenariats à l'international et de co-construire ensemble des débouchés pour nos talents, mais aussi pour nos productions. Merci beaucoup. Là qu'on a une idée de qui vous êtes, plongeons dans le sujet au niveau des enjeux de diffusion et de distribution. Je vais commencer un peu avec Priscilla parce que tu es directrice générale, directrice artistique d'un festival. Pour nous, créateurs, créatrices qui sommes au niveau de... parce qu'avec Coalition Média, on en représente beaucoup. Les festivals, c'est une grande porte d'entrée, tu vois. Donc, les barrières qui existent à ce niveau-là, j'aimerais bien que tu nous parles de, selon toi, concrètement, qu'est-ce qui bloque encore la visibilité des films caribéens, même et spécifiquement dans les grands festivals. Puis quand je parle de grands festivals, pensez Cannes, TIFF ici au Canada, pensez Berlinale, donc on est de catégorie A, on les appelle. Donc, parlons un peu de ça. Alors, donc, premièrement, effectivement, les festivals, c'est une magnifique porte d'entrée pour la première des films, donc ça c'est indéniable. Mais selon moi, il faut aussi qu'on continue la vie d'un film. Un film ne peut pas être un événement, mais clairement doit faire partie d'un catalogue et d'un voyage, en fait, qui n'est pas qu'un seul festival et uniquement dans son environnement caribéen. Donc je pense qu'il y a une grosse partie de réseau, bien sûr, parce que participer à se faire connaître dans des festivals, c'est un budget, surtout quand on est insulaire, hein, comme nous, on est basé dans la Caraïbe. Donc, participer à des festivals, c'est pas toujours simple. Mais cependant, il y a aussi, pour moi, l'un des freins est que nous n'avons pas un accompagnement sur la circulation des œuvres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonds qui est dédié à la visibilité des œuvres une fois qu'elles sont passées en festival, comme par exemple en Europe, le fonds Europe Créative, le volet média. Donc il y a un vrai fonds pour ça, pour développer le film, autour du film, le côté marketing, le côté un peu le travail du distributeur, puisque le réalisateur qui fait son film depuis la Guadeloupe, qui peut être excellent, n'a pas forcément autour de lui toute une équipe pour pousser le film. Parce que c'est aussi ça, être dans cet écosystème international, ça demande de répondre à des codes et d'avoir tout ce qu'il faut autour du film pour qu'il soit visible avec le kit média, avec un DCP. Voilà, c'est souvent aussi le cas de nos productions. On n'a peut-être pas tout cet équipement, tout cet entourage pour que les films soient vus à l'international. Donc, on n'a pas de distributeur aussi. Bon, Souzou, Connexion, et maintenant... Cinéma Nomade, voilà, on est très contents parce que voilà, on a des ponts et des liens pour appuyer aussi à la visibilité, mais trouver un distributeur pour un film caribéen, c'est pas une mince affaire. Je pense que ceux qui créent le savent. Donc il y a aussi faire partie de l'écosystème, c'est faire avoir tous les maillons de la chaîne. Donc ces freins-là, ils existent. Voilà. Merci beaucoup, Priscilla. Puisque tu amènes, c'est tellement vrai quand on pense, par exemple, à un film qui a raflé tous les prix, Anora, dont je pense qu'on a tous entendu parler, parce qu'il y a eu un boost monumental budgétaire au niveau de la mise en marché, de la découvrabilité pour ce film. Puis,
je ne suis personnellement, c'est pas mon genre de film, mais ça m'est arrivé, c'est arrivé à mon père, c'est arrivé, tu sais, tout le monde est au courant. Donc, il y a quelque chose définitivement à dire au niveau du financement à ce niveau-là et de l'expertise aussi, parce que les réseaux, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, c'est quelque chose sur la durée. Je vais voir directement Miss Dottie à côté de toi. Je sais qu'avec Cinéma Nomade, tu voulais briser un peu les carcans déjà établis de comment la distribution se faisait, puis les gens avaient accès en fait, parce que tu n'es pas une boîte de distribution, ton objectif c'est vraiment d'amener certains films à leur public hors des circuits connus. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta première année de programmation? Qu'est-ce que tu as appris de ces expériences-là de travailler hors circuit et surtout sur l'appétit du public par rapport à cette projection? La première année a été vraiment intéressante parce qu'il a fallu à la fois mettre en valeur cette nouvelle activité qui est, pas comme tu as dit, pas de distribution, pas production, et à la fois essayer de répondre à un public qui existe mais qui n'arrive pas à se voir forcément dans les films qu'on voit au cinéma. Alors, la première année a vraiment servi comme essayer de comprendre le marché, trouver des exploitants locaux, donc les cinémas, aller leur proposer le projet et à la fois chercher à trouver l'audience, parce qu'elle existe, tout en allant aussi chercher les films, parce qu'il y a beaucoup de films. Et ce que j'ai compris, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comment les gens ont accueilli le projet. Donc, ils étaient vraiment passionnés, que ce soit les gens de l'industrie qui étaient là, oh génial, on a un ciné-club, on va pouvoir projeter, ou que ce soit l'audience qui est, ah c'est génial, on va pouvoir voir des films en dehors des festivals. Par contre, là où j'ai encore matière à travailler, c'est comment aller chercher l'audience, comment vendre le film, comment faire en sorte que une personne va sortir de chez elle pour aller voir un film au cinéma alors qu'elle a Netflix à la maison ou YouTube, etc. Et j'aime beaucoup ce challenge parce que il y a des choses comme par exemple le fait qu'avec Trump qui a augmenté les taxes et que les Québécois veulent plus faire des choses locaux. Donc pour moi c'est un tremplin pour me dire ok, ils veulent du local, on va chercher ça, on va les battre pour trouver ça. Mais en même temps, les gens de la communauté, c'est pas forcément ceux qui vont aller au cinéma. Donc il faut que je trouve comment leur donner envie d'aller au cinéma. Parce que effectivement, payer un ticket, ça fait cher, mais en même temps, ça permet de faire travailler l'écosystème. C'est plutôt ça les enjeux que je retrouve. Absolument, puis beaucoup d'organisateurs ou organisatrices peuvent le dire. La gratuité, ça devient une raison, bon, non seulement une gratuité, mais tu décides d'amener peut-être un repas, décides d'amener pour aller inciter les gens à sortir de chez eux pour leur dire ok, mais tu as plus qu'un film, tu as quelque chose d'autre. Puis là, de les rentrer dans un système où ils doivent payer pour pouvoir aller voir les choses, c'est sûr que ça amène un petit enjeu, mais on croit en toi parce que Dottie, ça change l'écosystème. Puis pour moi, en Coalition Média, c'est de dire aussi vous aurez des canaux différents que les festivals pour faire voir vos films, donc c'est super important. Je vais voir maintenant Séverine. Séverine, c'est important pour moi de parler de la formation, de l'émergence, les défis particuliers que tu vois les cinéastes avoir, les cinéastes caribéens que tu formes ou que tu aides à former, auxquels ils se heurtent pour entrer dans les réseaux québécois francophones. Donc, sortir des réseaux caribéens pour pouvoir faire voir leurs films. Qu'est-ce que tu vois comme enjeu? Alors, il y a plusieurs enjeux. Il y a d'une part qu'ils aient quelque chose à montrer. Donc, c'est notre premier défi à nous quand on est dans un écosystème où c'est un petit marché, hein, on est 380 000 habitants. Même si on est dans un système français, on n'est pas toujours compris. Donc, le financement est malgré tout assez limité. Et donc, c'est sortir. Déjà, d'un point de vue logistique, c'est des coûts que des petites sociétés de production ne peuvent pas forcément porter. Donc on a à la fois avoir des œuvres à montrer, aller à la rencontre de l'écosystème québécois, le connaître. Notre premier voyage cette année, c'est Cinémania, c'est essayer de comprendre comment ça fonctionne, rencontrer les gens, parler de ce que nous faisons, de comment nous formons aussi nos élèves et essayer de construire des ponts, de voir moi j'ai regardé des courts-métrages québécois, j'ai regardé des longs métrages, et l'objectif c'est de comprendre qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qui est différent,
qu'est-ce que dans notre ancrage culturel peut parler aux Québécois. Et je me rends compte, après avoir fait une journée pro l'année dernière, toute la journée, qu'on a les mêmes problématiques, vraiment les mêmes problématiques de visibilité, d'exister par rapport à notre spécificité. Donc je pense que c'est déjà une base, en tout cas, intéressante pour travailler ensemble. Absolument, puis je pense que la présence dans des lieux comme ce festival, c'est fondamental parce que les rencontres n'arriveraient pas seules. Donc, je salue quand même cette délégation, le travail qu'a fait Amélie pour qu'elle soit présente aussi parce qu'on a besoin d'avoir un contact déjà pour pouvoir créer potentiellement des projets sur le long terme. Donc, super bon point. Sur ce thème, j'aimerais parler un peu avec toi, Yannick, pour finir là-dessus. Je sais que tu travailles souvent sur des projets ancrés dans des réalités diasporiques, puis je me demande comment tu perçois la réception des diffuseurs québécois à ces projets et les diffuseurs internationaux face à ces récits. Ça dépend des projets, parce qu'on a eu, par exemple, La Nuit des Rois, qui a été un succès formidable. Sur le plan critique, il n'est pas financier malheureusement. Mais le film, bon, pour ceux qui ne savent pas, le film a été présenté en première mondiale à Venise. Et juste avant le festival, Néon s'est porté acquéreur du film. Néon aux États-Unis, qui est un super distributeur américain avec A24. Pour moi, c'est les deux top aux States. Et donc, ils ont pris le film. Et après, on l'a enchaîné avec TIFF, on a fait Sundance. Bref, on a fait plus d'une centaine de festivals en passant par les plus grands. C'est très rare pour un film de faire 3 festivals de catégorie A comme ça, c'est exceptionnel. Et on a gagné plusieurs prix. En fait, tous les prix, on était shortlist pour l'Oscar du meilleur film international, donc on était dans les 15 meilleurs films. On était le seul film africain noir. Il y avait un film africain tunisien qui a été finalement en nomination. Le réalisateur a remporté tous les prix aux États-Unis pour le NAACP Award for Best International Feature, African American Film Critics Award, donc tous les prix noirs américains, le film a pu les remporter. Il a été vendu dans de nombreux territoires, je ne me rappelle plus exactement combien, mais il a été bien vendu. On avait Memento comme vendeur. Donc, ça, c'est un truc d'avoir un bon vendeur pour le film. C'est très difficile d'en avoir un, mais de trouver un bon vendeur international, c'est vraiment la clé. Et idéalement, avant le premier festival. Et aussi d'avoir, entre nous, au Canada, pour financer un film, il faut avoir un distributeur local. Oui, obligatoire. C'est obligatoire. Donc, d'avoir déjà ça, ben, ça aide à positionner le film beaucoup mieux. Après, je ne me rappelle plus c'était quoi la question. Non, mais la réception, mais tu es là-dessus, puis tu réponds déjà. Je pense plus par rapport aux diffuseurs québécois, parce que là, tu as parlé de la diffusion un peu internationale, d'aller voir dans des festivals, etc., etc. Comment tu vois la réception locale? D'accord, très intéressant d'ailleurs, parce que bon, le Québec, le Canada étaient coproducteurs du film. On était un partenaire minoritaire, mais sur le plan créatif, on avait un impact important parce qu'on avait le directeur photo, l'éclairage, le compositeur, la conception sonore, la monteuse. Bref, beaucoup des aspects créatifs les plus importants du film étaient canadiens, québécois. Et malgré ça, les médias québécois ont très peu parlé du film, ils ont snobé le film, ils ont à peine mentionné la course aux Oscars, comme si c'était un film étranger qui n'avait absolument rien à voir avec le Québec, alors que c'est une copro canadienne, c'est une copro québécoise. On peut en être très fier. Moi, j'en suis très fier. Et malheureusement, pour mes collègues de la presse, des critiques et tout, pour eux, bon, il n'y avait rien d'exceptionnel là-dedans. Il ne fallait même pas le mentionner parce que c'est une copro minoritaire. Donc pourquoi mentionner ça? Alors qu'aux États-Unis, on était dans le New York Times, le LA Times, on était considéré par USA Today comme un des meilleurs 20 films de l'année, BBC, qui d'autre? Il y avait plus, Rolling Stones, oh my God, Rolling Stones, on était dans les meilleurs 20 films de l'année. Au Québec, il n'y a rien. Et là, tu nous parles, parce que moi, je pense entre autres à la grande présence des populations qui pourraient répondre à ça ici. Et je me pose la question, comment ça a été avec Kidnapping, comment ça se passe en ce moment avec Fanon. J'aimerais vraiment entendre ta perspective, parce qu'on est sur le panel à parler du cinéma caribéen. J'aimerais savoir ces voix-là, est-ce qu'elles sont mieux accueillies
au sein... Je vous ai dit, hein, on n'est pas là pour marcher de mots, il faut parler de réalité. Donc, quelque part, les médias jouent aussi ce rôle d'amener les gens dans les cinémas et de partager une certaine narrative autour des créateurs et créatrices et de leur création. En fait, tous les films qui ont été nommés, le Twist à Bamako, La Nuit des Rois, Kidnapping, Fanon, c'est encore tôt parce que c'est pas encore sorti en salle, mais les trois autres ont été achetés par Radio-Canada, Télé-Québec, Crave. Crave ici, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le Netflix canadien. C'est eux qui vont payer le plus pour les films. On a eu, je veux dire, 80 000 $ pour La Nuit des Rois, ce qui est très bon. Mais malheureusement, c'est pas tant la diffusion qui pose problème, mais c'est les médias qui ne suivent pas. Dès qu'on a un nom à consonance non blanc, latino, haïtien, africain, on considère que c'est pas un film québécois, donc on n'en parle pas. S'il n'y a pas une vedette québécoise reconnaissable, si c'est pas entièrement français, blanc, puis ça rentre pas dans le petit écosystème des stars québécoises, on n'en parle pas. Les médias québécois se taisent. Et même si le film est en compétition pour l'Oscar du meilleur film international, même si le film fait tous les festivals du monde entier, c'est Kidnapping Inc., premier film long-métrage haïtien à Sundance. On a au Québec la plus grande diaspora haïtienne après New York et Miami. C'est la communauté culturelle la plus importante au Québec. Silence radio. Personne n'a parlé de kidnapping. Rien. Moi, j'attends nos médias. On en parle un demain. Merci. Il y a une paresse intellectuelle, culturelle. On est malheureusement dans un discours de l'entre-soi basique. Et c'est dommage parce que Kidnapping, par exemple, c'est un bon exemple. C'est un film que je suis convaincu que si les jeunes, noirs ou blancs, on s'en fout, voyaient le film, ils allaient adhérer à 200%. Les jeunes au Québec, pour ceux qui ne savent pas, parlent dans la rue, dans la street, vont parler le franglais avec des mots haïtiens, créoles, arabes, français, anglais, latino, bref, on mélange tout. Et les jeunes consomment ces contenus-là, mais ils ne savent même pas que le film existe. Absolument. Donc, il y a un travail définitivement, et là, c'est une lacune qu'on remarque, qu'on note, mais on fait quoi avec? Et c'est là aussi que ça devient intéressant parce que qu'est-ce que tu penses que la production peut faire pour améliorer cette circulation des œuvres caribéennes? Parce que vous faites déjà beaucoup, hein, puisque vous co-produisez le film, on est au courant. Mais comment je pourrais, quand tu parles à, par exemple, des professionnels dans la salle aujourd'hui qui travaillent avec des compagnies de production, vont travailler avec des compagnies de distribution, qu'est-ce que tu leur dirais de ne pas faire ou d'éviter pour contrer ces enjeux-là, en fait? Bien choisir son producteur d'abord, toujours important. Bien choisir son distributeur, pas prendre n'importe qui, parce que malheureusement, il y a des imposteurs. Ou des compagnies qui vont s'assurer que ton film soit vu le moins possible parce qu'ils sont trop occupés avec leurs 20 000 autres projets. Donc, pour moi, c'est pas tant du côté du producteur ou du distributeur, oui, il faut le meilleur film possible, mais le problème, c'est vraiment un problème de grands médias. C'est-à-dire que la presse québécoise mainstream, la télé mainstream québécoise, malheureusement, malgré le tokenism, puis on va mettre un visage noir, mais tous les contenus sont pratiquement blancs ou du fake tokenism bullshit. C'est tout. Et ça, il faut que ça change. Puis malheureusement, c'est pas moi, c'est pas une coalition média pour faire du bruit. On essaie. Comment vous allez changer Radio-Canada malgré les beaux discours, malgré leur département de diversité? C'est tellement... C'est un travail de longue haleine, absolument. Puis je me pose la question, toi, Séverine, de ton côté, en tant que productrice, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui soit sont des producteurs, productrices, soit travaillent en tant que créateurs, créatrices avec des producteurs, productrices ou des compagnies de distribution? Comment améliorer cette circulation-là selon toi, ou comment éviter certaines erreurs? Parce que oui, faire des bons choix, mais même faire les choix, ça nécessite d'avoir une certaine notion de qu'est-ce que c'est faire ce bon choix-là pour faire une meilleure circulation de mes œuvres. Alors nous, par rapport à Zion Film, par exemple, on traduit systématiquement nos films. Ce n'est pas quelque chose qui est récurrent chez les producteurs, mais nous, on les traduit en anglais, en espagnol. Systématiquement, on va sur les festivals, c'est un coût, mais on construit pas à pas chaque année, en étant à Cannes, en étant
à Cinémania ou d'autres festivals. J'ai mon associé Annie Rosine qui va en Jamaïque. On a d'autres qui sont sur le FESPACO. Et donc, on construit le réseau. Vraiment, c'est dans le temps. On s'inscrit dans le temps. On apprend à connaître les boîtes de production à l'international qui font de la copro et qui respectent les œuvres. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais je pense que c'est par là qu'il faut qu'on passe pour apprendre à mieux connaître et qu'on se fasse connaître, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on se dit souvent qu'on doit avoir plusieurs chapeaux parce que sinon on n'y arrive pas. Mais je pense que si on est capable de s'aider, là tu parles de coproduction, je trouve que c'est fondamental parce que certains moyens qu'on va avoir ici, avec des fonds à la découvrabilité, des fonds pour la post-production ou des supports du financement, peuvent aider quand le produit va être fait ailleurs ou se place dans certains territoires comme en Haïti par exemple. Puis je me tourne maintenant vers Miss Doty et Priscilla. L'éducation à l'image, parce que là, elle a parlé du fait que il faut amener les gens dans les cinémas, il faut considérer le cinéma comme un art à part entière, avec des œuvres sur lesquelles beaucoup de gens ont travaillé, donc il faut quand même payer le 15$ quand tu vas au cinéma. Comment travailler à améliorer cette éducation à l'image dans le développement d'un public fidèle pour des œuvres caribéennes, selon vous? C'est une grosse question, on plonge. Oui, mais c'est une question capitale. Alors, nous, je vais parler de notre cas, le festival Nouveau Regard. Au fil des années, on a vraiment trouvé des stratégies pour attirer les gens dans les salles. Parce que c'est vrai qu'au tout début, quand on a proposé des courts-métrages caribéens, les salles n'étaient pas forcément pleines, puisque c'était plutôt des films internationaux. Et il faut savoir que sur notre territoire, il y a un cinéma et demi, on va dire ça, mais celui qui est le plus important est géré par Porto Rico. Donc voilà, donc avec une programmation extrêmement américaine à 99% et beaucoup de films blockbusters. Enfin, voilà, donc on est obligé, nous, de trouver des parades pour que le public qui n'irait pas voir un film indépendant, un film caribéen en salle, puisse venir le voir. Donc, ce qu'on a trouvé comme idée, c'est de créer des séances insolites, des séances scénarisées, qu'on fait en extérieur, parce qu'on sait très bien que peut-être que le public n'ira pas en salle voir une session de 6 courts-métrages en VO, voilà. Donc, on a fait des séances en piscine, on a fait des séances sur des plages, enfin voilà, vraiment pour attirer le public de manière un peu ludique au final. Et c'est ce qui nous a aidé aussi à fidéliser notre public en salle, puisque maintenant on refuse du public pour des raisons de sécurité. Donc on est très content parce que c'est les séances qui ont le plus de succès au festival. Donc l'éducation à l'image, c'est pas un coup, c'est pas une édition, c'est vraiment sur le long terme, et c'est aussi en dehors de l'événement festival, puisque le festival chez nous il dure 5 jours, donc on ne peut pas stopper l'éducation aux images au bout de 5 jours, et c'est aussi pour ça qu'on a lancé le Ciné-Club. Un peu comme tu disais, c'est vraiment le même objectif, c'est proposer, alimenter le public cinéphile avec des films qui viennent d'horizons divers, qui viennent de la Caraïbe bien sûr, mais qui viennent d'ailleurs aussi, des films en VO, des films qui permettent de discuter, d'ouvrir le débat, avec des intervenants suite au visionnage. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. L'éducation à l'image, ça passe par là. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine pour aussi ouvrir les horizons cinématographiques du grand public. Voilà. Merci beaucoup. Puis je trouve que c'est fondamental parce qu'on se rend compte, comme tu disais Céline plus tôt, les enjeux sont les mêmes quel que soit l'endroit où on se retrouve, parce que COVID ne nous a pas aidés. D'accord, la pandémie a été fondamentale aussi dans ce désinvestissement de je me déplace, je vais au cinéma, je vais payer pour aller voir un film, je paie 7, 8, 9, $20 par mois, puis j'ai accès à des milliers de films, pourquoi je dois aller voir? Donc, en somme, il y a certaines choses que dont le public n'est pas au courant. Par exemple, la première fin de semaine de film est fondamentale. Après, ils peuvent décider de ne plus jamais le projeter dans les cinémas selon la quantité d'argent qui a été faite cette semaine-là. De notre côté, c'est du niveau box-office. Du côté français, c'est du niveau de la quantité de personnes qui se sont déplacées. On doit être capable de mobiliser les gens,
Même si on se dit, OK, le premier week-end, on remplit le cinéma pour signifier qu'il faut continuer à faire ces films. Donc, merci beaucoup de nous amener aussi cette diversité d'alternatives ou de techniques pour enseigner aux gens que c'est important. Toi, Dottie, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne façon de faire les choses. Parce que, vu l'état de la situation, tout est bon à essayer, tout est bon à tenter. Pour ce qui est de cinéma nomade, nous, très tôt, on a compris que ce qui allait fonctionner, c'est le partenariat. Et la mission principale de cinéma nomade, c'est créer des ponts interculturels pour rassembler les gens, créer des endroits où ils peuvent fonctionner, peuvent échanger. Et comme une phrase que m'a dit Amélie, qui m'a beaucoup marqué, aussi repenser le narratif. Et pour ça, on a eu de la chance. Au moment où Cinéma Nomade a été créé, Claire Diao m'a mis en contact avec le programmateur de ce qui est aujourd'hui Cinéma, donc anciennement Cinéma Beaubien du Parc et du Musée, qui eux, à ce moment-là, cherchaient à atteindre un nouveau public. Donc ils ont vu en Cinéma Nomade un potentiel pour aller chercher un public plutôt afro-caribéen. Et nous, on a vu ça comme un potentiel d'aller chercher un public hors afro-caribéen, ce qui a donné un super mélange à la première qui avait lieu au cinéma du musée. Beaucoup de gens ont découvert qu'il y avait un cinéma dans le musée des Beaux-Arts. Et en plus, on a diffusé un film ivoirien donc, qui s'appelle Marabout Chéri. Donc c'est vraiment un titre qui détonne. Et de là, en fait, j'ai compris que c'était une superbe façon d'éduquer les gens en mélangeant l'art, art, beaux-arts, cinéma africain, un public vraiment diversifié à la hauteur de Montréal. Et donc c'est ça aussi qu'on cherche beaucoup à faire maintenant avec Cinéma Nomade, mais c'était vraiment comme un élément déclencheur de dire les partenariats de choses différentes, ça peut fonctionner. Absolument. Surtout comme tu dis, après la Covid, on était vraiment dans nos coins, là les gens ils sont sortis. On a alpagué, on disait un petit cocktail, vous avez mangé un chitaï, on a mangé un tchéké. Donc les gens sont venus pensant voir un film, et ils ont eu un cocktail, ils ont eu du bissap, ils ont découvert un film, une comédie. Et puis il y avait le scénariste qui habite à Montréal, qui a pu raconter un peu comment s'est passé le film, qui a été créé pendant le Covid. Donc c'était un échange sur WhatsApp, comment s'est passé le scénario, comment c'est mis en place. J'ai beaucoup aimé le retour des gens qui disaient « Ah, c'était nouveau, c'est rafraîchissant. » Je pense que là, on peut vraiment surfer sur la vague avec la sortie de Covid et plein de choses à faire. Toute idée est bonne à prendre et à essayer. Et les gens sont friands de ça, fait qu'il faut se servir de ça. Absolument. Puis je pense que c'est fondamental ce que tu amènes parce qu'en fait, la distribution se veut personnalisée. Sinon, à quoi elle sert? Parce qu'on doit être capable de répondre au public qu'on va aller chercher. Et on ne va pas envoyer n'importe quel film à Sundance, comme on ne va pas le faire non plus avec un Cinémania de ce monde. Il y a des festivals généralistes, absolument, mais un Doc NY Fest cette année avec un film de Nadjani Desmarchais qui est diffusé là-bas entre bien, ben c'est parce qu'il y a un travail de défrichage avant de dire, OK, mais c'est quel festival qui serait le meilleur pour ce film à ce moment-ci, selon les publics qui vont être rejoints. Donc il y a une réflexion à avoir à ce niveau-là, et une sensibilité dans la programmation aussi. Donc, merci de le rappeler. J'aimerais plonger dans des questions qui vont être un peu pour tout le monde, puis vous pourrez répondre à votre guise, whatever that is. À partir d'œuvres récemment réalisées. Donc, on parle de certaines qui ont été programmées cette année, donc le Fanon, La Fête des Pères, Zion, c'est quoi, puis d'autres qui n'ont pas été programmées, par exemple, Un Dernier Repas, un Kidnapping Inc., puisque c'était l'année d'avant ou quelque chose du genre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre des réalités actuelles de la circulation caribéenne et les leçons qu'on devrait avoir à tirer, selon vous, des succès ou non-succès ou moins succès pour pouvoir aller de l'avant maintenant? Donc, ce que tu as expérimenté avec Kidnapping, ce que vous voyez avec les films que vous avez mis en projection dans les derniers festivals ou à l'intérieur des festivals où vous êtes allés. Qu'est-ce qu'on apprend en fait de ces expériences-là? Puis j'ai vraiment envie d'entendre Zayen, par exemple, qui a un peu raflé les choses, ou même toi avec Fanon, où il y a eu vraiment une résistance dans la distribution, puis qui a été vraiment du grassroots. Donc, qui veut se lancer? Allez-y.
Parce que c'est Timouna qui a amené Zion. Sans Timouna, il n'y aurait pas eu Zion, clairement. Oui, alors sur Timouna, nous on avait déjà eu une 50aine de prix à l'international. Donc le film s'était fait remarquer. Et donc Jamel après a produit avec Laurence Lascari Zion. Et Zion, c'est vraiment le public local qui a fait basculer la table, puisqu'on a eu quasiment 70 000 entrées dès le démarrage, si bien que ça a été remarqué au national et la diaspora a suivi. Et je pense que, en tout cas moi, pour la casquette de productrice, j'essaie de construire dès l'écriture une stratégie marketing pour savoir, malgré nos petits moyens, comment on va capter ce public, comment on va amener l'œuvre au public, parce que c'est important. Et là, sur Zion comme sur Fanon, c'est le public qui, pour moi, a demandé, réclamé le film, qui l'a poussé, qui certains ont été le voir 3-4 fois. Donc, parce qu'on a soif de se voir, tout simplement, et que l'histoire restait une histoire à la fois ancrée mais universelle. Et donc je pense que c'est ça la différence par rapport à ces films. Pareil pour Contrenature. Juste ajouter, c'est vrai pour Fanon, on avait 77 salles quand le film est sorti en France et dans la région métropolitaine. Mais avec le bouche à oreille et la pression dans les réseaux sociaux qui a fait en sorte qu'on est monté jusqu'à 263 salles. C'est quand même incroyable. Oui, c'est quand même assez exceptionnel. Et tout ça, c'est les réseaux, c'est les critiques, c'est les gens qui n'étaient pas contents. Et les salles étaient pleines. Les halles, un genre mardi soir avec une foule comme t'en vois jamais, ou pour des gros films comme Sinners ou Black Panther. C'était incroyable de voir ça pour un film comme Fanon. Mais ça sous-entend aussi notre responsabilité en tant que public. Là. Ce que j'entends en tout cas, c'est si on se mobilise, on a des films qui nous ressemblent quand même. Et ils sont partout, ils peuvent nous rejoindre où est-ce qu'on est. Donc, une leçon fondamentale pour vous, public, aujourd'hui, que vous allez filmer là, cette petite vidéo, on la met partout. Puis on dit, si on ne fait pas la manif, nos films ne vont pas être vus et nos films ne vont pas être diffusés. Donc, on a une responsabilité en tant que public aussi. Puis, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, Priscilla, par rapport à ça, les leçons à apprendre de ces succès-là? En fait, je vais vraiment dans le sens des deux premières interventions. C'est vrai qu'on a limite un nouveau schéma à inventer. Donc, on est un peu dans un schéma qui n'est pas celui du distributeur classique, mais du bouche à oreille aussi. Et on est chacun ambassadeur du film en réalité. Donc, on cherche toujours à avoir les personnes les plus influentes, mais les personnes les plus influentes, c'est chacun qui va en parler, qui va dire voilà, ce film il m'a vraiment touché, enfin, à notre façon, mais c'est ce qui a fonctionné pour ces films-là. Donc, on a des exemples ultra concrets du fait que le film Zion, tout le bruit est parti de la Guadeloupe, enfin des territoires ultramarins, pour atteindre la diaspora et que le film soit sur le maximum d'écran. Et que ça continue, et puis voilà, la mobilisation incroyable qui a fait basculer les choses. Donc on a des exemples très très concrets que le format finalement de diffusion, en tout cas de diffusion de l'information, il est totalement à inventer, il est hybride, il est à nous quoi. Absolument, il nous appartient, à qui l'a vu. Comment valoriser maintenant si on parle de langue? Parce que avec Kidnapping Inc., avec Zion, on brise un peu cette idée que hey, le créole, c'est pas vraiment possible, les gens vont pas comprendre, etc., sachant qu'ils regardent Squid Game, puis des Korean drama, mais nous autres, c'est pas possible. Hein? Parasite qui arrive je sais plus où, mais écoute le créole. Hein? Donc, alors, comment on répond à ça? C'est sûr avec les succès, mais les impératifs de financement deviennent à shaker un peu parce qu'ils disent, OK, on supporte la francophonie. Et comment vous répondez à ça quand vous travaillez sur vos projets, en fait? Les producteurs je ne me pose pas la question. Voilà. Produire en créole, c'est une caractéristique de notre ligne éditoriale. Et donc, notre objectif, c'est de faire le meilleur film possible pour que même en créole, on a envie de le voir comme je regarde un film coréen, tout simplement. Exactement. Vous êtes dans le même sens. Il y a eu des belles preuves de ça à travers le cinéma et la télé dans les dernières années. Et je pense que les jeunes, mais le public en général aussi, quand on regarde les contenus sur les téléphones, souvent, il y a du bruit, tout ça, il y a des sous-titres. Donc, on est de plus en plus habitué à lire des sous-titres, même quand c'est en français ou en anglais.
va y avoir des sous-titres parce qu'on ne peut pas toujours entendre. Donc, les gens, les jeunes surtout, sont très habitués à lire des sous-titres en regardant un film. Et c'est souvent les jeunes qui sont, par exemple, Squid Games. Moi, c'était ma jeune fille à l'époque, quoi, 9 ans, 10 ans, qui me parlait de ça. Parce que tous les enfants à l'école avaient vu, on parlait, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas pour les enfants. C'est terriblement pas pour les enfants, mais sommes-nous juges de tout ça. C'est ma fille jeune qui m'a donné envie de voir, mais c'est quoi Squid Games? Ouais. Et j'ai découvert, j'ai aimé quand même. Ouais, ça nous oblige en fait à repenser à quel point certains impératifs peut-être sont à changer ou à juste plus considérer et puis à plonger dans ce qu'on veut faire. En fait. Et Parasite de Bong Joon-ho de Corée du Sud, c'est un film qui est en coréen et qui a eu un énorme succès aux États-Unis. Ça a tellement fonctionné qu'ils n'étaient pas là seulement pour l'Oscar du meilleur film international, mais dans les catégories régulières des Oscars, tellement ça a bien marché, et puis ils en ont remporté quelques-uns, si je me souviens bien. Meilleur film, scénario. Donc, c'est quand même incroyable, et c'est un exemple à suivre. En tout cas, pour moi, ça me donne espoir. Moi, personnellement, j'ai pas de préférence. Quand le film est bon, il est bon. C'est comme la musique. C'est pas une question de langue, c'est vraiment une question de magie, de réalisation, d'histoire. Et qualité d'émotion. Absolument. Et je pense qu'il faut aussi que nous, dans nos têtes, on arrête de limiter à la francophonie. Il faut qu'on se dise que notre marché est mondial et qu'il faut aller chercher, quoi. Donc, absolument. Puis moi, j'ai envie de rappeler, pour les gens qui regardent, par exemple, beaucoup la télévision québécoise ou le dernier succès qu'il y a eu avec Empathie, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Marina, j'ai pas trop compris certains passages parce que on parle joual. Il y a des accents qui, la réalité, c'est qu'on a besoin parfois de sous-titres, juste parce que c'est notre identité. Puis la réalité, c'est qu'on n'est pas dans une pensée de « oh, mais on va le faire en pensant qu'on va mettre quelque chose à ce moment-là ». On crée, puis Florence Lompré nous démontre, ben, j'ai créé, puis ça a un succès plus monumental en France qu'ici. Donc, pensons même à qu'est-ce que ça veut dire, en fait. C'est vrai que ça m'avait... J'ai vu Empathie sur Canal+, et ça m'avait choqué de voir que quand Florence, elle parlait, il y avait sous-titres. Et quand il parlait de Thomas Ndija, il n'y avait pas de sous-titres. Pourtant, elle parle français, mais comme c'est des Français québécois... 100%, 100%. Il faut l'accepter, on n'a absolument pas... Plus on rend ça facile, la compréhension facile, tant mieux. Faut pas s'offusquer de ça, là, franchement. Absolument, puis ça ouvre la porte à tout, en fait. Ben oui. À tout. Oui. Donc, il faut qu'on soit capable de poser le pied là-dessus. Puis, j'ai une question pour vous, puis ensuite j'ai une question que j'aimerais discuter avec Amélie ici, même si elle n'est pas sur le panel, on brise les câbles, nous autres ici. Je regarde le temps. J'aimerais que vous me parliez d'une initiative inspirante, quelque chose que vous avez vu, dont vous avez entendu parler, dont vous avez été témoin, qui pourrait, selon vous, amener des solutions à certains enjeux soulevés lors de la discussion aujourd'hui. Puis, si vous avez vu même des modèles alternatifs à ce qu'on fait ici ou qu'on fait avec le cinéma caribéen, j'aimerais les entendre. Donc, 1 minute par personne, plongée. Vas-y, Miss Dottie, toi. Oui. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué positivement, c'est à la 40e de Ville d'Afrique l'année dernière, il y avait la délégation, c'était spécial Maroc, et il y avait vraiment beaucoup de gens du Maroc qui étaient présents pendant les projections. Et cette année aussi, à Cinémania, il y a aussi rétrospective marocaine, et à chaque séance, il y a les Marocains qui sont présents, il y a les gâteaux qui sont présents. Là, je me dis, il y a quelque chose à faire peut-être avec ça, et la chose que je vois à chaque fois, s'il y a toujours Royal Air Maroc ou la Royal, l'ambassade de Maroc, de tel pays. Donc là, je me dis peut-être qu'il faudrait plus aller voir vers les ambassades. Par exemple, si je présente un film, ben, ivoirien, aller voir l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour qu'il essaye en fait plus de visibilité, et puis aussi rassembler aussi la communauté, parce que j'ai l'impression que ben, les gens veulent pas, ils sont toujours attachés à leur culture. Et je sais pas, il y a comme cette fierté qu'ont les Marocains avec leurs films. Et je pense qu'on l'a tous, sauf qu'il n'y a pas assez de films pour lesquels on peut être fier.
Et je pense qu'il y a quelque chose à faire là. J'ai pas encore trouvé, j'ai pas encore réfléchi, mais ça m'a beaucoup marqué au niveau positif de me dire qu'il y a quelque chose à faire avec les institutions comme les ambassades ou pour faire rayonner, parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de fonds culturels dans les pays afro-caribéens, mais dans les Caraïbes, comme c'est quand même lié à la France, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a en tout cas plus d'argent qu'au Cameroun, je pense. Et je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et moi qui parle beaucoup de partenariat avec Cinéma Nomade, je pense que ça m'a donné l'envie d'aller chercher plus de partenariat de visibilité aussi. Et comme tu dis aussi, les jeunes, aller chercher aussi au niveau des influenceurs, etc., pour faire parler les films et donner plus de visibilité. Absolument, les partenariats vont être clés à ce niveau-là. Merci beaucoup. Qui veut se lancer? Priscilla. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut que ce soit un travail collectif, puisque quand une institution s'allie à un comité du tourisme qui s'allie à un festival, ça donne aussi, par exemple, la Fête des Pères, le film d'Ayana Oshun qui a été programmé, puisque c'est une collaboration en fait, qui nous a permis de programmer ce film qui a été tourné en partie en Guadeloupe, mais qui permet aussi à d'autres films guadeloupéens d'être programmés ici cette année. Donc en fait, c'est vraiment pour moi un travail qui n'est pas juste celui des programmateurs qui essaient de pousser les films et des collaborations qu'on peut faire entre festivals, mais qu'on est aussi soutenu par dans ce cas précis par la région Guadeloupe et le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Donc on se met tous ensemble pour dire c'est une destination cinéma parce qu'il se passe des choses sur le territoire, il y a des films, il y a des histoires. Et donc voilà, donc on peut collaborer et avoir ces fenêtres. Et puis il faut utiliser aussi les dispositifs qui sont mis à notre disposition. Là, je pense par exemple à l'année France-Brésil, qui a permis à des films caribéens d'être diffusés au Brésil, notamment à Bahia. Donc ça veut dire qu'il y a des ponts en plus qui se font entre récits afro, entre afro-brésiliens et afro-caribéens. Donc on parle le même langage, mais grâce à ces dispositifs, on se dit peut-être, on va pas y répondre parce que c'est peut-être juste pour les gros festivals de Rio ou pas, mais non, en fait, on essaie de mettre en place des collaborations. Donc c'est ce qu'on a fait aussi avec France-Brésil. On a eu le label au festival pour présenter 4 films, Guadeloupe, Martinique, à Rio samedi, à Salvador samedi. Donc en fait, voilà, pour moi, ça passe par des dispositifs qui existent, en se disant pas est-ce qu'on y va ou pas, on se lance, on ouvre toutes les portes et on voit ce qui se passe derrière. Voilà. Merci beaucoup. Puis c'est de très belles initiatives. D'autres que je connais moins, mais qui ont réussi à remplir le stade Bell pour dans 3 jours. Il y a vraiment de l'espoir de ce côté-là. Là. C'est pas parce que c'est pas diffusé à la télé que ces films-là vont pas trouver leur place et exister. Et je pense qu'il faut forcer, il faut faire du forcing, il faut faire de la quantité pour que de cette quantité-là émergent des chefs-d'œuvre qui vont devenir incontournables et qu'on n'aura pas le choix d'en parler dans les journaux, à la télé, etc. Les meilleurs sportifs québécois en ce moment sont tous haïtiens, ou presque. C'est quand même incroyable. On en parle très peu. On commence à en parler plus maintenant quand ils ont des beaux succès. C'est quand même effarant, mais on oblige les médias à en parler, qui sont à la traîne, qui sont derrière. Et des films comme Parasite, tout ça donne l'espoir. Les meilleurs films français qui ont rayonné ces dernières années, pas que, mais c'est des films portés par des voix noires. Je pense à Misérable, je pense au film de Maïmouna Doucouré, qui ont rayonné plus à l'extérieur de la France qu'en France, aux États-Unis, malgré la controverse. C'est quand même exceptionnel. Ouais, absolument. Et il y en a d'autres comme ça. Donc pour moi, ça me donne espoir que un autre monde est possible pour le cinéma caribéen, africain, québécois, tous les cinémas qui ne sont pas des cinémas hollywoodiens, qui proposent une autre vision du monde. On en veut plus, on en a marre des super-héros blancs qui viennent sauver le monde. On veut avoir d'autres points de vue sur le monde. Il y a des super-héros en Guadeloupe, en Afrique, au Québec, partout. On veut raconter on veut qu'ils viennent nous sauver. Voilà. Merci beaucoup tout le monde sur ce panel. Puis je finirai avec une... Tu sais, on est aujourd'hui à Cinémania. Je l'ai dit au début de panel, vous avez choisi de venir ici. On sait que Fanon a été programmé en même temps. Les enjeux de programmation pour les œuvres caribéennes, pour les œuvres afrodescendantes portées par des personnes afrodescendantes ou africaines.
on a des enjeux au sein de festivals. Puis, je sais qu'il y a un micro qui se balade dans la salle, donc j'aimerais bien que Amélie nous réponde un peu le travail que tu es en train de faire pour amener des films, pour forcer un peu des narratives différentes. C'est un travail de longue haleine. Puis, qu'est-ce que ça révèle selon toi sur la place qu'on accorde à ces œuvres selon la programmation qu'on en fait? Comment on peut travailler sur ça? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi c'est important pour toi d'amener cette narrative au sein de festivals comme Cinémania et ces panels que tu portes? Je vais tenter de répondre à toutes tes questions et de ne pas me laisser embrouiller dans mon esprit et de garder le cap. Mais l'une des raisons pour lesquelles je porte tout ça et que je veux adresser ces enjeux, c'est notamment parce que je pense aussi que l'on diminue énormément la force de ce que l'on représente. Et quand je dis ça, c'est dans le sens où depuis tout à l'heure, quand on parle par exemple du créole, de la Caraïbe ou même de nos territoires, on en parle à petite échelle, comme s'ils ne représentaient rien en fait à l'échelle du monde. Sauf que je vais peut-être ramener des petites choses et des petits datas, des choses concrètes. Au Québec, et au Canada, il y a, et si je ne me trompe pas, si les gens ont des chiffres précis, excusez-moi, mais ce sera à 1 million près, il y a 8 millions de francophones. En Caraïbes, il y a 10 millions de francophones, 11 millions de francophiles. Consomme du français, c'est ça, ça. Tout à fait. Lorsque l'on parle du créole, on ne va pas parler à l'échelle juste locale, quand tu dis qu'il n'y a que 300 000 habitants en Guadeloupe. Parlons de la Caraïbe dans son entièreté, mais même dans le monde. Lorsque l'on parle du créole, on pourrait penser que l'on parle du créole comme une langue qui est diminuée, qui ne représente rien, mais il y a quand même environ 14 millions de personnes qui parlent notre créole, le créole francophile, qui sort du francophone, d'accord? Parce qu'il y a le créole, mais il y a le créole aussi anglophone et autres. Donc lorsque l'on parle de nos territoires, c'est aussi de savoir en parler avec force. Et je dirais que l'un des travaux que je fais, c'est savoir aussi ce que l'on représente lorsque l'on se présente. Qu'est-ce qu'on représente? Quelle est la force que l'on a derrière soi? Et avec quelle voix, en fait, on parle? Aujourd'hui, c'est sûr, lorsque l'on présente ce sujet, ce n'est pas pour dire qu'on est encore à la traîne. Tu sais, Yannick l'a dit, en fait, à plusieurs moments, les médias vont pas en parler, vont peut-être pas parler des films, vont peut-être pas parler de nous. Sauf que nous sommes présents, nous existons et nous représentons quelque chose et nous savons faire force et nous savons dire que nous opposer et faire savoir qu'on veut exister. Et je pense en fait que c'est aujourd'hui ça que je veux laisser comme trace, c'est de faire savoir au public qu'il représente quelque chose et qu'il a le choix en fait de dire les choses. Qu'il a le choix d'imposer et de demander en fait les choses. Parce que tout festival, tout événement, toute structure culturelle qui prend notamment des fonds publics, parle à un public. Parle donc, propose de la médiation vers le public. Donc lorsque l'on parle des francophones, à qui on parle? Absolument. Puis ça, c'est une grosse question avec le travail que fait, entre autres, Cinémania, de nous amener tous ces films. J'espère, puis j'envoie des pointes, mais c'est beaucoup d'amour. L'année prochaine, on met des films en soirée pour qu'on puisse éclater les salles, parce que c'est sûr que des gens le font, parce que Zion a été projeté à midi, c'était complet, hein? J'ai plein d'amis qui ont essayé, puis c'était complet, donc imaginez si on le mettait à 18h, je pense qu'en 2 jours, ça serait fini. Donc, je vous laisse là-dessus, mais je voulais dire, parce que je pense que c'est fort important, que ce panel confirme à quel point les enjeux de diffusion caribéenne ne relèvent pas d'un manque de talent, mais d'un manque de reconnaissance institutionnelle, d'accès au réseau et de stratégies adaptées et personnalisées à nos publics. Nous sommes là, nous attendons, nous voulons, et on est prêt à agir, n'est-ce pas? Oui? Il y a une question. C'est pas une question, je voudrais plus que... Ah, il y a un micro qui doit se passer, par exemple, parce qu'on ne t'entend pas. Je sais qu'on doit finir. Une question. On me donne une question. Ça va. S'il vous plaît. Non, ça va. En fait, je voulais juste compléter un peu ce qui a été dit tout à l'heure. C'est que on a un point en commun tous ici, parce que je vois il y a la Caraïbe, le Québec. C'est cette francophonie, cette francophilie,
Mais on a aussi un autre problème, c'est que la France a toujours défini le cinéma comme un art, sauf que c'est une industrie. Et il y a une chose, c'est pas une réponse, mais je pense que c'est un début de réponse, c'est qu'on doit, on fait de l'éducation à l'image, on aime se voir, mais on doit aussi faire comprendre à notre public qu'il y a une donnée qui est impérative, c'est de l'argent, c'est l'industrie. À partir du moment où ils comprennent que si on va voir des films, il y a de l'argent, en fait, j'ai envie de dire, les Américains ou dans le monde entier, dès qu'il y a de l'argent, les gens se pointent, quoi. Donc à un moment, il faut aussi qu'on arrête d'aborder, même si c'est une forme d'art, moi je suis réalisateur, donc effectivement j'ai l'impression j'ai envie de vendre quelque chose, mais à partir du moment où on va commencer à aborder, parce que j'ai beaucoup entendu des gens parler, on aime se voir, on aime se représenter, mais c'est une industrie, et je pense qu'à un moment, l'industrie, c'est voilà, il faut l'aborder sur ce thème-là, parce qu'une fois qu'on va commencer à générer des profits, les gens vont s'intéresser à nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Absolument. Mais il faut faire attention là. Il y a Yannick qui est mitigé. Ça, c'est lancer un débat là. Lancer un débat, mais si tu veux le faire en 1 minute, parce que je vois déjà les autres personnes remplir. C'est délicat et c'est un peu dangereux parce que si tu enlèves les fonds publics qui font en sorte que nos cinémas existent, la majorité du cinéma du monde, à l'exception du cinéma américain, peut-être du cinéma nigérien ou indien, il n'y aurait rien. Le cinéma français n'existerait pas, le cinéma canadien, québécois n'existerait pas. C'est pas l'industrie, donc il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'enlever, c'est pas ça. Je suis en train de dire que autant on fait de l'éducation à l'image, tout à l'heure quelqu'un disait pour tous les films, ça se joue sur les 2 premiers jours en sortie en salle. Et donc en fait c'est juste ça quand je dis c'est une éducation à l'image, c'est voilà, si on rapporte des chiffres, par exemple sur la Caraïbe et les Antilles françaises, on a mis presque 40 ans à avoir la TSA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la TSA, c'est la taxe, c'est-à-dire que les films, pour résumer rapidement, les films américains financent les films français. Et on a mis du temps à l'installer parce qu'il y avait une histoire, dont on ne va pas revenir là-dessus, où les chiffres ne remontaient pas. Et donc on ne savait pas quels étaient les scores des films. Ouais. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui on dit tout se joue sur les 2 premiers jours et sur la première semaine, et que c'est à ce moment-là qu'il faut se déplacer, derrière, ça change. C'était ça que je voulais dire. Et ça se joue, donc il faut qu'on puisse informer les gens. Puis je vais finir là-dessus en vous disant qu'on peut poursuivre la conversation avec nos panélistes, avec vous, et d'aller voir les films. Rien ne nous empêche, ne devrait nous arrêter d'aller voir les films, parce que la circulation commence avec nous, ok? Et le financement aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup, mes panélistes!